je change de masque. Bonjour à toutes. Oh. Hop là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue chez Optoys. Aujourd'hui, on vous accueille dans notre salle d'intégration sensorielle. Comme vous voyez, je suis bien accompagnée. On porte des masques, donc j'espère que vous allez bien comprendre et que vous nous entendez bien. Mois d'avril, donc au mois de sensibilisation de l'autisme, on va essayer aujourd'hui de comprendre les particularités neurodéveloppementales et sensorielles des enfants ayant des troubles du spectre autistique, TSA. Pour cela, on a 2 personnes de l'équipe de la MIX. C'est une association et c'est la Maison des enfants extraordinaires située à Sauve, dans les gares, qui vraiment y fait un travail phénoménal pour vraiment essayer de proposer des aides pour les enfants qui ont des difficultés dans l'apprentissage avec une approche très, très innovante, avec une approche vraiment complète et globale de l'enfant. J'ai à ma droite Nicolas Lebas, qui est psychomotricien, qui a cofondé la MIX. Il est coordinateur du pôle enfant. Il est formé à l'approche sensorimoteur, à l'intégration neurosensorielle, et il exerce également actuellement en libéral. Et à ma gauche, Cécile Martignac, qui est également cofondatrice de la MIX. C'est une équipe de 6 personnes qui ont monté les projets. Elle est directrice de la MIX actuellement, de cette maison d'enfants extraordinaire, et également maman de 2 enfants extraordinaires, de 12 et 15 ans respectivement. Donc aujourd'hui, on vous propose une discussion à 2 avec des pistes, une vision globale, c'est-à-dire une vision plutôt des pères et mères, une vision concrète du vécu de ces parcours de combattants, et une vision un peu plus professionnelle de la part de Nicolas Lebas, psychomotricien, donc assez complémentaire. Et bien sûr, à la fin, comme d'habitude, les dernières 20 minutes, on va laisser du temps pour vous écouter, pour essayer de créer aussi une discussion avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les questions, laissez les questions en commentaire. Pour à la fin, je reviendrai pour poser les questions et animer la partie des questions-réponses en direct. Donc, prenez votre place, prenez votre espace et je vous laisse entre des bons mains, Cécile et Nicolas, pour la compréhension des particularités neurodéveloppementales et sensorielles. À tout à l'heure. Merci Sarah. Donc merci Sarah déjà de nous accueillir à Optoys et puis de nous donner l'opportunité de partager un peu dans ces temps difficiles. Donc il y a une petite mise en place logistique. Donc à la Maison des enfants extraordinaires, le challenge, ça a été de faire travailler ensemble les parents et les thérapeutes autour de l'enfant, y compris aussi au niveau des écoles, au niveau de tous les adultes et les professionnels qui entourent l'enfant. Et du coup, dès le départ, ça a été de dire qu'est-ce qui avait du sens pour nous en termes de grille de lecture sur le développement de l'enfant. Et moi, là, je vais parler essentiellement de mon expérience de parent. Là, je commence à avoir un petit peu d'expérience sur le sujet. Et l'idée, c'était de dire que ce qui a été vraiment révélateur pour moi en termes de lecture des comportements pour comprendre mon fils, c'était de se référer à cette pyramide. Donc, au début, c'est une pyramide qui date un peu, mais qui est très intéressante, de William et Schellenberger, qui est la pyramide des apprentissages. Vous la verrez aussi des fois sous Maison des apprentissages, etc. Et c'est la visualisation que le développement de mon enfant, tout adorable et extraordinaire qu'il est, c'est comme un puzzle de briques qui vont venir petit à petit se construire. Et il a plein de briques qui marchent super bien, il a plein de briques qui sont très bien agencées entre elles, et puis je voyais bien qu'il y avait des briques qui marchaient moins bien, des briques motrices, des briques neurovisuelles, etc. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette grille de lecture qui me permet de faire le lien entre l'autisme. On voit que c'est un trouble du neurodéveloppement, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire le neurodéveloppement ? Ça nous donne
une vision un peu partagée et aussi derrière des perspectives pour travailler autour de l'enfant. Donc moi j'ai envie de te demander, toi Nicolas, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un peu mieux cette pyramide, puisque moi je suis que parent, et de voir dans un système optimal comment ça marche. Alors du coup, comme l'a déjà bien présenté Cécile, on a des associations de briques, des briques qui s'additionnent. C'est une intégration progressive par le système nerveux central de tout un tas de données. Le système nerveux central, c'est le cerveau. Du coup, au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure du mouvement, au fur et à mesure du développement, donc cette pyramide, elle commence dès la naissance et même avant, des connexions se créent au sein du cerveau. Et ces connexions vont s'établir pour permettre, au fur et à mesure du temps, de maîtriser sa motricité, de maîtriser les informations sensorielles qui proviennent de notre corps, pour interpréter, comprendre et organiser des réponses, pour agir sur l'environnement. D'accord. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des... Nous, peut-être, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en tant que parent, finalement, je méconnaissais et moi, je voyais un peu le haut de l'iceberg, un peu. Oui. Du coup, il y a la face visible de l'iceberg, c'est tous les comportements qu'on peut observer en voyant bouger nos enfants, en interagissant avec eux. Et il y a toutes les compétences sous-jacentes qui sont le reflet, les comportements visibles sont le reflet de toutes les compétences sous-jacentes. Du coup, si on a des briques, des connexions entre les zones du cerveau qui ne sont pas suffisamment efficaces, on va avoir des comportements qui vont être perturbés, qui vont être gênés pour que l'enfant puisse fonctionner de façon la plus optimale possible. Donc, quand on te dit un trouble du neurodéveloppement, du coup, tu peux facilement le relier à cette... Neurodéveloppement, du coup, c'est une approche par étapes. C'est le développement. Il faut que les enfants progressent par étapes. Donc, il faut bouger. Il faut bouger d'abord à plat ventre. Il faut bouger ensuite à quatre pattes, se retourner, se mettre debout. Ce qui met en action tout le système sensoriel. L'enfant, au tout départ, pour bouger, est aidé par une activité dite réflexe. Donc, il faut que ces réflexes puissent s'exprimer. Donc, laissons libres nos enfants de bouger, de se mouvoir en fonction de leur capacité, de leur endurance, pour que se développe un bon schéma corporel, pour que se développe une organisation, une stabilité posturale. Donc là, c'est la motricité dite réflexe et les ajustements posturaux. On les retrouve aussi ici, afin qu'on puisse atteindre dans des âges plus élevés, de l'autonomie dans l'activité quotidienne, dans les apprentissages. Parce que là, du coup, tu as la naissance un peu ou même... Là, on a la naissance. Et quand on parle de trouble, c'est qu'on a une brique qui n'est pas suffisamment intégrée par le système nerveux, par le cerveau. Donc, soit une brique, soit des connexions entre les briques. D'accord. Et du coup, ici, tu es au niveau de la scolarité Donc là, on est au niveau préscolaire, scolaire. Mais finalement, même tous les apprentissages préscolaires sont déjà en construction quand on est tout petit. Et là, puisqu'on parle de troubles du spectre autistique, est-ce que tu peux, par exemple, nous expliquer ce qui se passe de spécifique dans le TSA autour de cette pyramide? Bon, après, tous nos enfants, c'est nos enfants, donc ils sont aussi uniques que... Là, il y en a autant que d'enfants. Mais est-ce que tu peux essayer de schématiser un peu, d'expliquer qu'est-ce qui dysfonctionne le plus souvent? Qu'est-ce qui va nous permettre de comprendre le TSA à la lumière de ça? Ce qui gêne les enfants TSA, ils sont gênés dans leur comportement visible pour interagir avec leur environnement, pour être autonomes. Il est reconnu maintenant que les enfants avec TSA ont des particularités sensorielles. C'est-à-dire que c'est difficile pour eux de sentir, organiser et comprendre à partir des informations sensorielles qu'ils reçoivent.
c'est ce qu'on appelle l'intégration sensorielle. Une bonne intégration sensorielle, c'est quand on sent, qu'on comprend, qu'on arrive à bien trier les informations pour bien les comprendre. Ce qui dysfonctionne chez eux, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle, nous, dans notre profession, des difficultés à filtrer les informations. On est bombardé d'informations constamment, et pour se concentrer, il va falloir qu'on mette en avant certaines informations plus que d'autres. C'est ce qui est difficile pour eux. Donc pour ces enfants-là, toutes ces stimulations sont traitées en même temps, et ça les met en difficulté ça peut les mettre dans des surcharges sensorielles, et ça peut les mettre en difficulté pour assembler les pièces du puzzle, pour percevoir ce qui se passe et organiser une réponse. Et du coup, ça me rappelle, moi j'ai pu voir mon fils aussi, mais d'autres, des enfants qu'on ne peut pas habiller avec des rayures. Enfin, je pense que ça va parler à des gens ici. On ne peut pas mettre la radio, on peut pas mettre certaines textures, on peut pas, voilà. Donc c'est quoi? C'est insupportable pour eux ou ça les brouille ou... Du coup, l'enfant à ce moment-là, avec ses particularités sensorielles, peuvent présenter soit des hypersensibilités, c'est-à-dire qu'ils réagissent très fortement avec un seuil d'excitabilité, très fortement et très rapidement avec une faible intensité sensorielle. Donc les rayures, c'est au niveau visuel, ils vont avoir une sensibilité exacerbée, une hyperréaction. Une de leurs stratégies, donc leur système nerveux central s'alerte, danger potentiel, c'est un stress. Donc ils vont, pour se protéger de ce stress, éviter ces situations, voire même complètement fuir. Donc c'est ça qui nous fait que des fois on a l'impression que ces enfants-là, après on finit par les connaître et même parfois aimer certaines de leurs réactions, mais du coup ils ont des comportements qui peuvent être étonnants ou incompréhensibles. Donc c'est le reflet de quoi? Ils nous paraissent incompréhensibles parce qu'on pense qu'on peut les encourager pour les enfants qui comprennent le langage, avec qui on peut avoir des interactions par ailleurs, que par la simple volonté, ils pourraient changer leur comportement. Sauf que dans le cas d'hypersensibilité, c'est indépendant de leur volonté. C'est leur capacité à intégrer l'information qui est impactée, et ils surréagissent indépendamment d'une volonté de vouloir faire plaisir ou être d'accord. En fait, ce qui m'a beaucoup... ce que tu dis, ça me renvoie au fait qu'au tout début, quand je n'avais pas compris, que je n'avais pas le mode d'emploi, enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, je pensais que c'était souvent dirigé contre moi. Je me suis dit, mais voilà, on se sent épuisé, on sent qu'il va nous achever presque, parce que tous ces comportements-là, on les comprend pas, on est face à un mur, on a du mal à identifier de quoi il s'agit. Et je sais bon, là, on fait un petit coucou à Isabelle Babington aussi, avec lequel on a cofondé l'Amix et qui a été à l'origine du projet. C'est vraiment cette idée qu'elle m'avait donnée, qui est de dire, mais rien n'est dirigé contre toi. Rien n'est dirigé contre toi, il t'en veut pas, c'est juste qu'il fait de son mieux avec ce qu'il a. Et du coup, je me sentais plus attaquée par ces comportements-là, ou par des réactions, ou par le fait de se taper la tête sur une porte, ou le fait d'avoir une colère, d'avoir ce que j'appelais moi, ce que je prenais pour des caprices, puisqu'on a aussi appris à lire, avoir une vision un peu jugeante de ça. Et du fait, quand j'ai compris que c'était pas dirigé contre moi, mais que c'était un peu des symptômes de ses besoins ou de sa surcharge, etc., ça m'a beaucoup aidée. Comment tu vois un peu le rapport entre ce qu'on observe et finalement ce qu'on peut en tirer? Les enfants qui peuvent me rencontrer, qui rencontrent les professionnels de l'Amix, présentent des particularités dans leur comportement pour lesquelles il va falloir qu'on trouve une solution, comme une ou des solutions, en coordination. Comme le rappelait Cécile, les enfants, ils font de leur mieux avec leurs moyens. Ça, c'est une base sur laquelle il faut qu'on tombe d'accord.
Si ces moyens sont insuffisants, il va falloir qu'on les aide à développer leurs ressources. Il va falloir qu'en attendant que ces ressources se développent, qu'on puisse aussi réfléchir à l'environnement dans lequel ils évoluent, pour qu'on puisse l'aménager afin qu'il soit facilitant pour organiser des comportements adaptés et positifs, source d'apprentissage. Et en tant que parent, en tant qu'accompagnant, on est aussi des personnes ressources, donc d'observer ces comportements non pas comme des attaques envers nous, ou je ne sais pas où peuvent nous amener nos idées par rapport à tout ça, mais plutôt de se dire, bon, comportement visible, quelles sont les compétences sous-jacentes qu'on peut stimuler, qu'on peut prendre en compte pour l'accompagner au mieux à développer ses ressources. Ah oui, du coup, ça fait penser, je sais que certains d'entre vous ont été déjà confrontés à ça, mais moi j'étais confrontée, on en voit beaucoup aussi à la mix, des enfants qui ont besoin de tourner, donc ils se mettent dans un œuf qui tourne, ou sur un tabouret qui tourne, ou sur une chaise de bureau même, et on voit bien qu'ils ont ce besoin de tourner. Et du coup, de se dire que c'est vrai que ça peut paraître bizarre quand ça dure, mais c'est vraiment le reflet d'un besoin finalement, et de le prendre. Enfin, moi, on m'avait appris à être un peu un détective, de repérer les signaux et de voir qu'est-ce qu'ils permettent de faire. Si on prend cet exemple, on a un indice qu'on a un enfant qui, par moment, dans certaines situations de son quotidien, va chercher à tourner. Alors là, on peut commencer à se poser des questions. Quel est le système sensoriel qui est impliqué dans ce comportement? On va penser notamment au système vestibulaire. Tu peux l'expliquer un peu ça, le système vestibulaire? Le système vestibulaire, c'est le système lié à l'équilibre qui nous permet de comprendre un peu dans quelle direction le corps se déplace, et il nous permet d'ajuster notre posture en fonction, pour garder l'équilibre, garder de la stabilité. Ça se situe où? Je crois que c'est vers l'oreille? Le détecteur, le récepteur sensoriel est dans l'oreille interne. D'accord. Cet enfant qui tourne fréquemment avec une haute intensité est plutôt dans une recherche de sensations. Pour que le cerveau puisse prendre en compte cette information-là, il lui faut une grande dose d'information. Ce que l'enfant met en place très spontanément, parce que intuitivement, il sait où se trouve son besoin. Donc nous, on va aller dans ce sens de ce besoin. Et si ce comportement pose problème dans certaines situations, on va attacher qu'il y ait recours moins fréquemment ou avec moins d'intensité, en organisant des situations de jeu où il va être actif en stimulant ce système sensoriel, qui bien évidemment va toujours être en lien avec le tactile, le visuel, le proprioceptif, l'organisation de son corps dans l'espace. Et progressivement, on peut espérer que l'enfant ait moins besoin de solliciter ce système et ses comportements. Et du coup, ce qui est intéressant quand même, moi, ce que j'ai appris et qui m'a fait beaucoup de bien en tant que parent, c'est qu'ok, on a un diagnostic d'autisme, et très probablement, je veux dire, il sera autiste avec ce diagnostic toute la vie. Mais tout ce qui est les difficultés associées, je pense au bruit, à la lumière, au monde, au toucher, etc. Moi, c'est des choses sur lesquelles on a vraiment considérablement progressé. On a vu des progrès énormes. Et j'ai appris au début, on me disait, oui, mais il est autiste, donc c'est normal qu'il ait ça. Et ben, bon, c'est que mon expérience de parent, mais moi, je pense qu'on peut dissocier le diagnostic, effectivement. Après, il restera toujours extraordinaire et avec une vision du monde et des actions. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont notamment très handicapantes dans la vie de tous les jours qu'on peut quand même atténuer. Moi, je me souviens que je ne pouvais pas aller faire des courses, je ne pouvais pas aller voir des gens, je ne pouvais pas faire grand-chose d'ailleurs. Et ça, ce seuil-là dont tu parles, on peut le travailler quand même. On peut le travailler en étant attentif à aménager l'environnement dans des périodes de vie où
Il est bon d'éviter la surcharge, d'éviter de le placer dans des situations qui désorganisantes pour lui, parce que ces seuils sont trop vite atteints. Une fois que ces seuils sont trop rapidement et fréquemment atteints, c'est du stress pour l'enfant. Et ce stress va le faire réagir d'une manière globale et incontrôlée, et va l'empêcher de donner du sens à cette expérience. Parce que la priorité première, c'est de se protéger. Donc on aménage l'environnement et puis on va dans le sens de ce qu'il aime, de ce qu'il apprécie, pour travailler le plaisir d'écouter, le plaisir de regarder, d'apprendre à discriminer les sons. Et progressivement, plus ils grandissent, plus aussi on peut s'appuyer sur leur intelligence et sur la conscience de leur réalité et de leurs besoins. Il y a tout un tas de petits outils très concrets où on schématise ce qui se passe pour eux au niveau de leur niveau de vigilance quand ils se sentent hyper réactifs à tout ce qui se passe autour d'eux. On parle que leur moteur va un peu trop vite. Quand ils sont plutôt somnolents et pas très réactifs à nos sollicitations, on parle que leur moteur va peut-être marcher un peu trop au ralenti. De quoi aurais-tu besoin pour qu'on puisse replacer ton moteur à la bonne vitesse? Donc éviter certaines situations, rechercher des situations qui sont régulatrices pour eux. Ça, c'est aussi dans le cas où il peut s'exprimer, interagir avec, oui. avec toi, mais si c'est un enfant qui n'est pas en capacité de verbaliser, à ce moment-là, tu es obligé de l'observer finement, d'échanger avec ses parents. C'est ça, c'est tous ensemble, on apprend à se connaître déjà, on apprend à se faire confiance, et ensuite on précise les besoins de l'enfant et on tâche de les communiquer au plus grand nombre pour qu'on puisse avoir des attitudes cohérentes et surtout cohérentes pour l'enfant. Si on parle d'enfants qui sont non-verbaux, qui ont des difficultés importantes pour interpréter les indices de communication chez les autres, là, il est vraiment important qu'on soit tous ensemble autour de l'enfant, qu'on adapte et qu'on adapte des attitudes cohérentes. C'est ça qui, de mon point de vue, même si je sais que cette pyramide, elle peut paraître, je sais que pour vous, les thérapeutes et les professionnels de l'enfant, elle est quand même simplifiée. On l'a un petit peu enrichi et modifié, notamment Isabelle. À la mix, on l'a enrichi parce qu'il y a aussi en bas, moi après, sur les réflexes archaïques, sur encore des sous-bassements supplémentaires. Mais ce qui m'avait vraiment semblé, même dans cette simplification, c'est que dans une équipe de suivi de scolarité, si mon enfant il est scolarisé en milieu ordinaire ou dans la discussion avec les éducateurs, avec les personnes qui l'accompagnent, etc., ça permet je sais que ça reviendra sans doute dans les questions, mais ça permet vraiment pour moi, au début, si j'avais des intervenants qui avaient une grille de lecture et d'autres intervenants qui avaient une autre grille de lecture, et peut-être un troisième intervenant qui avait encore une autre grille de lecture, moi, en tant que parent, je me sentais vraiment démunie de cette incapacité à pouvoir accompagner. Et le fait Après, je sais que c'est des positions qui sont discutables, comme toutes, mais le fait de se retrouver autour de cette approche neurodéveloppementale, moi, ça m'a vraiment fait du bien, parce que quand même, quand il n'est pas à la mix, ou quand il n'était pas à la mix, il est aussi à la maison. Donc moi, il faut que je comprenne quel type d'activité va être de nature à répondre à ses besoins, comment je peux aménager la maison pour... j'ai aussi enlevé beaucoup de choses au mur, il y avait trop de choses, il y avait beaucoup de mettre en place un environnement sensoriel qui soit plutôt apaisant pour lui, il en avait besoin. Et puis des activités, après avec les thérapeutes, on peut apprendre des jeux, des activités. Et cette pyramide, pour moi, c'était un peu l'avoir sous le bras et puis de pouvoir m'en servir pour hiérarchiser aussi, parce que des fois, on a envie que tout marche en même temps, on a envie
de tout tenter. Mais par exemple, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec toi, Nicolas. Moi, je disais, mais s'il ne peut pas rentrer à l'école ordinaire en septembre, moi, ben, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc moi, j'étais vraiment sur le haut de la pyramide et j'étais impatiente que ce soit vraiment les apprentissages scolaires qui débloquent, etc., qui soient débloqués. Et toi, tu étais sur ta posture de thérapeute et tu me dis, bah oui, mais Cécile, mais en bas, là, on a encore des choses à travailler et on y travaille les psychomotriciens, on y travaille les ergothérapeutes, on y travaille les Les orthophonistes. orthophonistes. On y travaille, nous y compris, avec de la sophrologie, avec de l'intégration des réflexes archaïques. On a souvent des enfants qui ont des troubles de l'oralité alimentaire dans le TSA. Quand même. Oui. Et ça, par exemple, je sais que c'est les parents, ils ont énormément de demandes par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe là pour eux? Bah là, on est dans un trouble de l'intégration sensorielle, très probablement. Hein, c'est avec probablement aussi soit des hypersensibilités, donc des textures qui sont pas bien acceptées, parce que voilà, difficile de traiter ces informations-là. Ça peut être des couleurs au niveau visuel, ça peut être des odeurs aussi. Donc pour ces enfants, il va falloir les habituer très progressivement à pas aussi passer directement par la bouche, mais on peut passer par les mains pour s'approprier ces aliments qui sont gênants quand ils passent par la bouche. Là, on travaille beaucoup avec Julie, qui est orthophoniste, où on sait qu'il faut aussi prendre soin de bien installer ses enfants à table, qu'ils aient une posture confortable, avec des appuis au niveau des pieds, car ces sensations qui procurent des réactions très vives, c'est comme des pertes de contrôle au niveau du corps. Donc il faut qu'ils aient des appuis pour pouvoir avoir une organisation efficace et surtout une sécurité posturale pour pouvoir entreprendre cette aventure d'aller découvrir des nouvelles sensations et d'apprendre à y donner du sens. Et du coup, vous accompagnez aussi les parents parce que cette question du repas, elle revient hyper souvent. Sur cette question du repas, on va procéder de la même manière, de repasser par des étapes pour accompagner l'enfant vers moins de sélectivité alimentaire et vers une diversification plus importante de son bol alimentaire qui va être utile aussi pour cette grande machine qu'est le corps afin qu'elle fonctionne harmonieusement. D'ailleurs, ça me fait penser que quand tu dis sélectivité alimentaire, là, on est en train de s'intéresser aussi à la question de la micronutrition. Et c'est aussi des questions qui nous reviennent souvent, moi que j'ai découvert aussi aux États-Unis, parce que depuis longtemps, ils ont intégré les questions de micronutrition dans l'accompagnement des enfants extraordinaires avec TSA et d'ailleurs les autres. Et en fait, c'est pas tellement un problème en soi qu'ils soient hyper sélectifs, c'est que aussi ils vont, du fait de leur hypersélectivité, ils vont aussi, ça va générer des carences et qui peuvent être après un cercle vicieux. Enfin, on ne va pas le développer aujourd'hui, mais c'est vrai que tout ça, ça a des impacts. C'est l'importance de travailler. C'est l'importance de travailler en équipe et c'est l'importance aussi de se fixer des priorités d'action pour ne pas débuter tout à la fois et avoir des objectifs, je pense. En tout cas, c'est notre manière de travailler la plupart du temps, d'avoir des objectifs clairs, précis, à court terme, pour qu'on puisse évaluer l'impact de nos interventions, évaluer si les hypothèses qu'on se formule en référence avec cette pyramide ou certains autres outils qu'on peut utiliser, si les hypothèses formulées sont bonnes, voilà, et si on arrive à faire progresser l'enfant vers son objectif. L'objectif, voilà, plus on se sent impliqué, concerné, plus l'enfant va être participant avec nous dans la situation de travail, plus on est clair aussi avec les différents accompagnants, parents, autres professionnels, plus on peut faire équipe et pas non plus surcharger la famille, mais l'enfant aussi dans ses objectifs.
C'est-à-dire que ce qui va être aussi, j'imagine que c'est d'autant plus efficace que tout le monde marche dans la même direction et Oui. si on est d'accord qu'on s'occupe des questions olfactives et gustatives parce que la question du repas c'est hyper important, et ben, l'idée que tout le monde soit conscient de ce qui a été déterminé ensemble comme un objectif à atteindre, hein, et puis de ne pas vouloir dans le même temps travailler d'autres choses parce que on voit bien que des fois, oui, des fois tu as un objectif, ça marche, des fois ça marche pas, donc ça veut dire qu'il y avait peut-être autre chose à voir avant. Donc être bien clair sur les objectifs Être bien clair sur les objectifs et sur les moyens qu'on met en place pour pouvoir accompagner l'enfant dans son développement. Les moyens, c'est les stimulations, les temps d'activité qu'on propose ou les temps aussi de non-activité, les temps de pause qu'on aménage. Et c'est l'aménagement aussi de l'environnement et notre position par rapport aux enfants, nous, personnes ressources, qui sommes là pour aussi les aider à se réguler quand ils ne sont pas tout à fait autonomes, les encourager, les aider à prioriser là où ils doivent donner de l'énergie. Bah, de toute façon, c'est vrai que cette grille de lecture, bon après, on peut se référer à des références un peu plus académiques, mais cette grille de lecture, elle est hyper soulageante pour les parents, elle est hyper efficace pour coordonner, pour prioriser et pour visualiser ensemble qu'on marche bien dans cette même direction, parce que quand même, des fois, au plus fort des besoins d'un enfant, nous, on a eu la micronutrition, le pédiatre, l'ergothérapie, l'orthophonie, de la psychomotricité, etc. Donc, c'est quand même le parent. Enfin, moi, des fois, je me disais, mais j'aurais dû faire chef d'orchestre, en fait, parce que je suis obligée, dans mes intervenants, surtout s'ils ne sont pas tous au même endroit, d'être, même moi, de penser aussi que je peux dire qu'en ce moment, c'est ça qui pose problème. Je peux aussi, pas exiger, mais en tout cas, faire part de mes besoins. Et je pense que c'est important on parle des comportements problèmes, ce qui pose problème. Il y a plein de choses qui vont bien, donc de ne pas oublier de les pointer, de s'appuyer dessus, ça va être le moteur de l'enfant. Je pense aussi que c'est important qu'on prenne le temps de valoriser les objectifs qui ont été atteints, de presque les fêter avec l'enfant, la famille. Pour pas aller trop vite dans allez, on va encore se fixer un nouvel objectif qui pointe des manques. Alors oui, quand on est sollicité, c'est que il y a des manques dans les briques, soit les niveaux d'intégration sont pas suffisants, soit les connexions. Donc on est là pour y réfléchir et de prendre le temps aussi de fêter les évolutions. Je trouve ça hyper important ce que tu dis sur fêter, célébrer, parce que je pense que moi j'avais insuffisamment cette culture de la célébration et que en fait il y a un moment de joie. En fait, les parents on voudrait enchaîner les progrès, on est impatient, on a beaucoup de choses qui nous motivent et à juste titre, mais en même temps un enfant qui un jour sait regrouper le bol de céréales et différents éléments pour le petit déjeuner ou de savoir faire des activités de la vie quotidienne par lui-même ou même un lacet ou des choses comme ça, et ben, c'est de les célébrer avec l'enfant pour... je trouve que c'est important et puis ça montre, on a tendance à être un peu amnésique de tous les progrès de la route qui a été faite. De ne pas hésiter, enfin moi je faisais ça, de ne pas hésiter à noter tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a... On est assez exigeants, les parents, envers nous-mêmes, mais on fait tellement, je trouve, de progrès quand on travaille comme ça, collectivement. Quoi. Ouais. Des petits diplômes. Des petits diplômes à se donner. En tout cas, c'était pour dire combien ça nous était cher de travailler en équipe autour de l'enfant. Il y a vraiment des besoins immenses sur les territoires. Nous, on a monté... la mix en territoire rural parce que en territoire rural c'est encore plus, je dirais c'est presque le double handicap, la double peine, et que d'avoir des professionnels qui travaillent ensemble, d'avoir une coordination autour de nos enfants, et c'est
c'est super important. Donc nous, on a fait notre petite brique, là, on espère qu'on va en mettre d'autres bientôt. Et puis, cette possibilité, on est juste à côté de vous, Optoys, hein, pour faire ça, à côté de Montpellier, pas trop loin. Essayer de participer vraiment à cette diffusion d'une grille de lecture qui soit partagée, qui soit simple et qui nous rassure, nous, en tant que parents, et qui nous permette de travailler. Parce que là, il y a Nicolas, mais on fait un coucou à nos 2 ergothérapeutes, Anne-Gaëlle et Isabelle, 2 orthophonistes, Irène et Julie, et puis à Manon, hein, qui est la 2e psychomotricienne, au sophrologue, voilà, tout ça à la micronutrition. Et c'est vraiment toutes ces professions-là, en fonction des besoins de l'enfant, qu'il faut apprendre à mobiliser. Donc je crois que nous, je ne sais pas Sarah, comment tu vois les choses, mais si ça te semble Super. bien, C'est super. on va retirer ce panneau, on va t'accueillir avec nous. Vas-y. C'est l'autre, hein. Bon, donc, du coup, merci beaucoup pour cette présentation, cette discussion si riche, si complète. On a eu énormément de questions de la part surtout des parents, comme vous, Cécile. Avant de rentrer dans la partie des questions, je retiens 4 idées clés de votre discussion très, très riche. L'importance d'observer, d'accepter ce type de comportement, pas se sentir coupable, comme vous avez dit, c'est pas contre moi, c'est pas une attaque. Et le prendre comme des pistes, hein, vraiment comme une mine d'informations pour aller plus loin, de fêter chaque pas, cette petite victoire du quotidien. L'importance de l'aménagement de l'environnement et aussi, comme Nicolas disait, l'importance des priorisations de l'action, parce que les parents, on veut aller directement dans la partie haute de cette pyramide d'apprentissage, mais les thérapeutes, ils voient tout le travail, donc l'importance de fixer des objectifs vraiment précis, vraiment à court terme, et mettre les moyens pour y arriver. Donc, vraiment des pistes concrètes. J'ai beaucoup aimé la complémentarité de votre vision, donc avec des exemples concrets, donc c'était super. Du coup, en termes de questions, il y en a plein. Donc, je vais essayer d'aller au plus parlante pour tout le monde. Est-ce que dans l'adolescence, nous demandait Cécile Camarasa, est-ce que pendant l'adolescence, cette pyramide est un peu chamboulée par l'enfant? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent par rapport à un parcours un peu habituel? Cette pyramide, elle est en mouvement toute la vie. Alors, il y a des périodes un peu phares comme l'adolescence où effectivement, il y a beaucoup de changements corporels, des préoccupations qui sont nouvelles et à découvrir. Donc, c'est une période assez sensible où il faut peut-être d'autant plus prendre le temps, évaluer les besoins pour le quotidien et les besoins du corps pour continuer à nourrir la connaissance que cet ado a de ses systèmes sensorimoteurs. Donc, je vous invite à continuer à ce qu'il bouge, à utiliser les outils qui ont fonctionné quand il était plus jeune, s'il y a des petits retours en arrière sur cette période. Si à un moment donné, cette période peut amener des questionnements et des réflexions récurrentes, de réussir à s'entourer de personnes de confiance pour réfléchir à ses besoins et les organiser dans son quotidien avec lui. Et puis il y a l'idée aussi que c'est un âge où le regard des autres, il commence à compter beaucoup. Et je vois bien que les différences, petits enfants, petits soucis, mais c'est vrai qu'après ça grandit puisque la perception du regard des autres, donc le poids de la différence, il peut être aussi difficile à vivre je veux dire, ce qui est compliqué pour un adolescent ordinaire est très compliqué pour un adolescent extraordinaire. Donc c'est vraiment de la même façon, ça modifie. Et je pense qu'il y a des nouvelles questions qui se posent quand même par rapport au regard d'autrui.
Et donc, du coup, dans ce sens-là, Lily Damota disait, quand précisément l'enfant grandit dans cette évolution et aussi dans l'adolescence, pour elle, c'était difficile de faire la distinction entre la frustration et voilà, quelle partie relève de la frustration et de la période vraiment de l'adolescence et quelle partie correspond à la spécificité des particularités sensorielles ou l'hypersensibilité. Les, les particularités sensorielles impactent l'aspect moteur, cognitif et émotionnel. Plus. Du coup, c'est vrai que c'est pas toujours simple de faire la distinction. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur la connaissance que vous avez de votre enfant, et sur le fait que dans la vie, on est aussi soumis à des frustrations, ce sera toute la vie, et que nos enfants avec autisme ont aussi cette hypersensibilité émotionnelle et que c'est pas toujours simple de réguler ses émotions. De pouvoir bien les entourer, mais tout en gardant le cap qu'on ne peut pas tout compenser et aller toujours vers le plaisir. Il y a des moments de frustration. C'est un apprentissage en soi que d'apprendre à vivre ses émotions. Mais tu dis ça, mais dans la question d'apprendre la frustration, en tout cas, moi, je pense que ça peut être une possibilité, mais de pas la regarder comme telle en première intention. C'est-à-dire, la frustration, oui, peut-être qu'à la fin, on va estimer que finalement... mais je pense que ce qui peut être intéressant, surtout avec les adolescents, y compris s'ils ne peuvent pas trop parler ou le verbal, c'est compliqué, c'est peut-être de proposer différentes options, des portes de sortie. Moi, j'appelle ça, je dis, est-ce que ça tirait ça comme porte de sortie qu'on fasse comme ça, de faire des propositions. Et ça ne marche pas toujours, mais en tout cas, en fait, la frustration, c'est aussi que l'enfant, il se sent obligé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du piégeage un peu pour lui. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'interprète en tant que maman, mais c'est aussi de dire, est-ce que ça tirait comme ça, quand on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bloquer, c'est d'essayer, ça paraît très simpliste de dire ça comme ça, mais de travailler sur des portes de sortie et d'en avoir quelques-unes. Est-ce que ça tirait, est-ce que c'est OK pour toi si on essaye de faire comme ça ou si on fait comme ça? Ça lui fait une espèce de possibilité de se sortir un peu par le haut. Et finalement, c'est aussi indissociable, du coup, réaction émotionnelle forte et intense. Donc tout à l'heure, on parlait de l'idée du moteur qui va trop vite, parce que peut-être ce qui est problématique, c'est l'intensité de la réaction. De travailler avec lui, quels sont ses moyens pour se réguler. Peut-être c'est un petit temps isolé. Du trampoline. Du trampoline. C'est peut-être aussi quotidiennement, voilà, nous on a des propositions pratiques de bercement quotidiennement qui permettent aussi de mieux gérer ces situations de quotidien. Ouais. Et tu sais, quand on leur propose aussi des choses un peu lestées, un peu au niveau qui en sert un peu, sans faire trop fort, hein, mais ça les contient aussi. Ils aiment bien. Il y a plein de solutions à mettre en place. Il a eu aussi des participants, ce sont des professionnels de différents métiers. Donc, on avait Valérie, psychomotricienne, et aussi une professionnelle dans les domaines de la petite enfance, qui nous posait des questions, et aussi des enseignants qui nous posaient des questions, des conseils de comment mieux accompagner les enfants et faire cette transition et cette communication avec les parents pour vraiment essayer de favoriser ce développement avec les enfants. Pour vous, ce serait quoi? C'est peut-être la clé, cette pyramide qu'on a vue? La pyramide, c'est l'outil pour comprendre qu'il y a les comportements visibles et les compétences sous-jacentes qu'on cherche à développer. Donc, créer des connexions et de l'expérience. Ensuite, pour ma part, je parle que de moi dans ma manière de fonctionner, on a un cahier qui nous permet de rédiger quel est notre objectif et de pouvoir rédiger aussi quels moyens on met en place pour augmenter les ressources de l'enfant. Donc ces moyens, c'est la boîte à outils du parent, la boîte à outils de l'enfant. Ça peut être la boîte à outils aussi de l'enseignante pour qu'on puisse
collecter à un moment donné les stratégies, les propositions qu'on a, et en face, vérifier si on obtient les résultats attendus en lien avec l'objectif. Et puis, il y a l'idée que, enfin, tu parlais de la pyramide, je crois que vous l'avez mis le Oui, lien pour télécharger. Mathilde a partagé le lien. C'est aussi de pouvoir, je pense aux enseignants, je pense au personnel de la petite enfance, etc., que ce soit les thérapeutes ou les parents, parce que des fois les parents ils deviennent un peu experts au bout d'un moment, mais c'est de pouvoir partager cette vision et partager l'idée que voilà, les comportements peuvent être décryptés, peuvent amener à de l'action. Et je sais que des fois, c'est un peu crispé parce que les parents sont crispés, épuisés, etc. Les personnels sont parfois dans l'incompréhension, ou des fois, il y a aussi des enjeux de formation qui sont importants. Et de remettre du dialogue, de remettre un peu au cœur cette grille de lecture. Et sur la question de moi, comment j'avais été formée, mais toi, tu fais ça aussi dans les écoles ou maintenant dans les crèches, c'est aussi de montrer comment l'environnement peut être traité, j'allais dire, d'un point de vue sensoriel. Je ne sais pas, tu peux peut-être parler de quelques stratégies de... Oui, ces enfants qui peuvent être gênés par la lumière, des fois on peut mettre des petits filtres pour atténuer l'intensité. Ces enfants qui sont vite surchargés visuellement, on peut réduire l'environnement visuel en le structurant un peu plus. Ces enfants qui sont en recherche de mouvement, on peut peut-être essayer, je pense notamment en classe avec une enseignante, on a pris le temps de communiquer, soutenu par une famille d'accueil, soutenu par la motivation de l'enfant à réussir à répondre aux attentes de son environnement. Et actuellement, l'enfant est autorisé à pouvoir travailler debout parce que ce besoin de bouger est tellement irrépressible que ça devenait compliqué pour lui et qu'il ne réussissait plus à suivre la scolarité pris par ce besoin de bouger. Et c'est beaucoup mieux, il est beaucoup plus disponible et il y a un accord aussi qui est pris. Si ce besoin d'être debout gêne un camarade d'à côté, voilà, lui, il fait aussi l'effort de pouvoir s'asseoir un peu plus pour laisser son camarade se concentrer. Mais en ayant reconnu son besoin, il est beaucoup plus enclin à reconnaître le besoin des autres. Et concernant la petite enfance, parce qu'on sait bien que l'intervention précoce est vitale, donc on a des questions des professionnels en crèche qui disent est-ce qu'il y a des signes particuliers que nous devons vraiment faire attention pour un peu décélérer cette avancée. Il parle des enfants de 6 mois à 3 ans, donc est-ce que vous, Nicolas Lebas, vous avez de l'expérience ou quelque chose des pistes à donner concrètement pour les professionnels de la petite enfance? Pour les tout petits, on est vraiment sur le sensorimoteur. Les enfants qui ont du mal à qui ne supportent pas d'être touchés, des enfants qui réagissent excessivement à des stimulations soudaines, des enfants qui pleurent fréquemment. On a déjà des indices qu'on a peut-être une immaturité neurodéveloppementale sur laquelle il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse pour apporter des stimulations ou réduire des stimulations pour adapter l'environnement. En crèche, on a les comportements sociaux, des enfants qui ont du mal à interagir avec les camarades, ces enfants qui peuvent être brusques, motivés par l'envie de communiquer. Alors, c'est à la fois normal en fonction, il faut toujours qu'on se réfère au référentiel âge. Quand il y a un trop grand écart entre ce qui est attendu et ce que l'enfant est en mesure de donner, on a des indices, des petits signes d'alerte. Comme quoi il faut qu'on prenne le temps avec cet enfant, cette famille, pour réfléchir aux besoins. Oui, moi, je sais qu'on m'avait alerté sur les jeux stéréotypés, enfin, oui. Un enfant qui va faire toujours le même jeu ou qui n'aura pas un scénario ou des signes de pas rechercher. Justement, tu dis que des fois, il recherche trop, mais des fois, il ne recherche pas, oui. C'est sûr que initier la relation pour ces enfants TSA, c'est des choses qui sont difficiles.
Chez les tout petits, c'est aussi l'interaction, c'est les préalables à la communication, c'est l'interaction par le regard, c'est l'attention auditive, c'est l'attention conjointe. Tous ces signes doivent nous alerter et, et, ne- et être pris en compte, collectés. Et s'il y a une addition un peu importante de signes, il y a les médecins de crèche qui peuvent être mobilisés, parfois des psychomotriciens qui interviennent en crèche et qu'on peut mobiliser. Il y a des grilles enfin là, on n'en recommandera pas en particulier, mais il y a disponible des grilles un peu d'objectivation des observations Oui. Tu l'as fait pour un médecin du village? Oui, c'est ça. L'Agence régionale de la santé a créé une grille d'observation en fonction des âges de la vie sur quelques questions. Ça nous permet de connaître s'il y a une alerte à donner ou pas, et auquel cas, après, on peut adresser vers des centres de référence, des plateformes de coordination ou des soins libéraux pour aller un peu plus loin. Alors, soins libéraux, il y a aussi les CAMS, tous les services publics, CAMS, notamment pour la toute petite enfance. Et concernant les troubles sensoriels, il y a eu beaucoup de questions de voir quel est le lien entre les troubles sensoriels et l'anxiété. Aussi, si le tactile peut être considéré comme un trouble sensoriel. J'ai senti un peu d'incompréhension sur ce terme-là. Je ne sais pas, Nicolas, si vous pouvez un peu... Sur l'idée de trouble sensoriel? Oui. Je ne sais pas si... Et les liens qu'il y a avec les neurodéveloppements ou pas. Je ne sais pas si en 5 minutes, vous pouvez préciser un peu. Troubles sensoriels, c'est vraiment... Il y a plusieurs familles dans les troubles sensoriels. Il y a les troubles de la modulation. Donc, c'est faire le tri dans toutes ces informations et maintenir un niveau de vigilance le plus adéquat possible pour interpréter, comprendre, organiser une réponse. On a des troubles dits de la discrimination. C'est vraiment comprendre ce qu'on touche, ce qu'on sent, son volume, le sens. C'est comprendre. Et des troubles moteurs d'origine sensorielle. Sur la question du toucher, c'est quoi qui se joue? Sur la question du toucher, c'est vraiment ces hypersensibilités. Donc là, on est sur un trouble de la modulation. Ça peut être une hypersensibilité ou une hyposensibilité. Et on a différentes techniques qui nous permettent, pour les enfants avec une hyper, de désensibiliser. Je pense notamment au protocole de Wilbarger qui peut être proposé aux familles. Pour ces enfants qui sont en recherche, on peut penser qu'on est dans un trouble de modulation aussi, avec une hyposensibilité. Ils ont besoin de rechercher cette sensation pour y donner du sens. Okay. Et concernant la irrégularité de ces troubles, c'est-à-dire qu'il y a certains parents qui disent mais on s'apaise, on avance, et il y a des moments qu'on recule. Et c'est super difficile à vivre. Je ne sais pas, Cécile, si toi, en tant que maman... Moi, j'avais essayé de me visualiser que c'était un vase un peu. Un vase avec différents compartiments. Donc, comme a dit Nicolas, les différents systèmes, les 5 sens classiques, plus le vestibulaire et la proprioception, toute l'information sur les articulations, les muscles et tout ça. Et que c'était un peu des vases et que des fois c'était plat. C'est sûr que si tu vas faire une séance de psychomotricité, d'ergothérapie alors que tu as fait une journée d'école ou de centre spécialisé et que tu arrives à 18h pour faire une séance, tu n'as pas la même disponibilité que si c'est dans la matinée, en début d'après-midi. Moi je sais que je ne pouvais faire qu'une chose par jour. Si j'étais sortie pour aller l'emmener à l'école ou au centre, on n'allait pas en plus aller faire une course ou voir quelqu'un. C'était vraiment une chose par jour. Et du coup, c'est vraiment de visualiser que c'est des vases. Et de pas... des fois, le vase et le niveau est bas. Et puis quand il est haut, faut plus rien rajouter. Et en fait, c'est pas qu'il régresse. C'est que c'est son état du moment, puisque la pyramide qu'on a vue tout à l'heure,
ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi qu'elle est dans un environnement. Oui. Et que dans cet environnement, il y a les interactions avec les autres, le sport, le fait de bouger, l'alimentation, tout ce qu'on va apporter à l'enfant. La pyramide, c'est lui-même. Il y a tout le monde dans lequel il vit. Et que tout ça, lui, il doit dealer avec ça toute la journée. Et en fait, globalement, c'est quand même des enfants qui sont fatigués, qui sont épuisés de s'adapter. Donc, je pense que c'est pas forcément... Bien sûr que ça nous fend le cœur quand on a l'impression qu'on avait checké la case là, et puis qu'on a l'impression que c'est parti. Je pense qu'il faut pas se décourager, puis qu'il faut avoir une espèce de continuité dans son intention. C'est pas... Voilà, je sais pas... Oui, et puis avoir en tête que les facteurs de stress amplifient les messages sensoriels, et que de l'imprévu dans le quotidien ou des déménagements, des changements d'école, des changements de maîtresse peuvent provoquer aussi du stress. Et même des fois des petits changements que eux perçoivent et que nous, on ne perçoit pas. Ont besoin de ces routines, donc des objets qui sont déplacés, et s'ils ne sont pas à la bonne place, ça peut être des facteurs de stress aussi pour eux. Mais nous, on ne s'en rend pas compte. Mais nous, on ne s'en rend pas compte. Bon, donc, du coup, l'heure est passée super vite. On arrive à la fin. Je ne sais pas si vous voulez donner les mots de la fin, une conclusion, un message à dire, un peu comme ça, spontané. Moi, spontané, je dirais pluridisciplinarité et rôle du parent autour de cette grille de lecture développementale, qui a été en tout cas pour moi quelque chose d'important et qu'on essaye de véhiculer à la MIC. Je ne sais pas c'est quoi ton mot à toi. Oui, c'est fonctionner avec une intention claire, la plus claire possible. Plus on sera clair, plus notre intention sera claire, plus on sera aussi précis dans notre manière d'interagir avec eux et de doser les propositions auprès des enfants. Merci à vous deux. Merci à toi. Pour aller plus loin, en fait, Nicolas et Cécile font partie de la MIX. C'est aussi un centre de formation, donc vous pouvez approfondir sur ces sujets dans une formation qu'ils vont assurer prochainement. Ma collègue Mathilde va partager avec vous les liens. Également, ce live sera en replay disponible si vous voulez partager dans votre environnement, parce que si plus on a d'informations, plus on va pouvoir comprendre, être plus disponible et plus précis, comme disait Nicolas. On va élaborer aussi un article de blog récapitulatif, un peu pour synthétiser les idées claires, peut-être pour vous mettre aussi la pyramide d'apprentissage plus nette, parce que voilà, on l'a mis en grand, mais effectivement, peut-être n'était pas très visible pour tous. Peut-être aussi parce qu'avec les masques, le message était moins net que d'habitude. Merci beaucoup de votre patience et compréhension, parce que c'était pas évident. Il faut dire que pour nous non plus, là, ça manque un peu l'air. Aussi vous dire que sur les blogs optoys.fr, vous avez plein de ressources gratuites, des infographies, pour aller plus loin dans la dysoralité. On avait plein de questions autour, mais on n'a pas le temps. On a fait un live avec Marie Roufi autour des troubles de l'oralité. Vous pouvez le revoir. Vous savez, des infographies, des interviews avec des professionnels. Donc, appuyez-vous sur cette mine de ressources qui est notre blog. Aussi pour l'aménagement de l'environnement, de la maison, des petits espaces. On a plein d'outils, des petites choses chez optoys.fr où vous pouvez peut-être adapter et des petits bruits avec un casque anti-bruit, des petites choses très simples qui peuvent aider et soulager, et que cette vase se remplit plus doucement en fait. Oui, c'est ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Aussi vous inviter au lundi prochain, on a la chance et on est honoré d'avoir un live avec Joseph Chovanec. Donc vous êtes tous conviés lundi prochain, lundi 12 avril à 21h, à une soirée aussi d'échanger notre regard, de comprendre aussi l'univers de l'autisme avec un super invité. On est honoré. Et je lis quelque chose, c'est bon? Non, je crois que juste merci à vous. Oui, et puis, merci. Et merci à vous tous, parce que les lives, c'est possible grâce à vous. On était nombreux aujourd'hui encore. Vous étiez nombreux encore aujourd'hui. Merci beaucoup de votre fidélité.
Et désolé pour les questions qu'on n'a pas pu répondre, on avait plein, donc On essaiera d'y répondre à l'écrit et Voilà. puis de transmettre. on va répondre en commentaire. Donc merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ouh, de l'autre côté.